que c'est OK, donc on peut y aller. Vous avez la parole pour 20 minutes. Merci. Bon, le titre, hein, corpus économique, corpus écologique, vous comprenez tous que Didier et moi-même, on est sur un texte à quatre mains. Autrement dit, c'est non pas la vision de l'économiste et de l'écologue, mais c'est tenter effectivement d'aborder autrement la question du développement durable. D'un point de vue qui n'est pas forcément mis en avant, c'est la question de l'expertise. Très souvent, on est à même effectivement de se forger des représentations dites développement durable. Le problème, c'est lorsqu'on nous pose des questions et une expertise à faire sur ces questions-là. Et donc, on a essayé, nous, d'aborder sous quelques angles différents ces notions. Alors, bien sûr, avec une vision un peu scientifique au départ pour savoir de quoi on parle, et puis tout doucement de voir quel type, non pas de paradigme, mais de modèle, et on précisera justement la portée du modèle dans cette vision. Pour essayer de comprendre les choses, il faut bien rappeler que dès qu'on est dans la question de l'expertise, tout du moins pour l'aborder, on est sur la question du discours économique, comme du discours écologique. Et effectivement, il y a, on va dire, une panoplie à la fois d'outils et de visions qui s'entremêlent. Vision à travers les outils, puisqu'effectivement, on le sait, hein, l'économie s'est posée comme une science, et à travers la science, ça a dû effectivement utiliser certains outils. On pense bien sûr aux outils mathématiques, et on pense bien sûr à des calculs comme le calcul différentiel, intégral, qui, si on réfléchit bien, est juste un calcul qui permet un déplacement dans le temps et dans l'espace. Donc ça permet effectivement à certains économistes d'avoir une vision. Alors bien sûr, l'exemple typique sont les ressources naturelles, où on rappelle qu'à travers des modèles comme Hotelling, on est capable effectivement d'anticiper l'épuisement d'une ressource naturelle, d'une mine par exemple. Et ce qu'on veut savoir, c'est faut-il extraire plus ou moins de minerais et durant une période donnée. On voit également que l'approche scientifique a besoin d'un mécanisme. Autrement dit, il n'y a pas de science sans une mécanique derrière. Et c'est vrai que notre discipline a, bien sûr, non pas un travers, mais une capacité à rendre les phénomènes réversibles. Ce qui signifie que l'économiste s'est toujours positionné dans une logique où une décision, une variable, comme on dit, une variation, pouvait être, on pouvait revenir en arrière. Vous voyez, c'est bien l'idée, encore une fois, des mathématiques, une dérivée, une intégrale. On a la même logique si on applique mécaniquement les choses. Et puis on retrouve une notion aussi, puisque le marché a beau être quelque chose d'observable, qu'on peut effectivement observer, expérimenter aujourd'hui, on voit qu'en même temps, les économistes ont cherché les grands principes, autrement dit, ces fameuses lois, plus ou moins scientifiques, qui vont nous dire que, effectivement, le marché peut servir dans le cadre du développement durable. Ce qu'on note surtout, c'est que notre histoire dans la discipline, elle est simple à comprendre, c'est l'émancipation, effectivement, de l'homme par rapport à la nature. Comment, effectivement, s'extirper de cette nature. Et à partir de là, effectivement, si on dit développement durable, pas uniquement une question environnementale, mais une question sociale, on voit que sur 2 ou 3 siècles, les économistes ont cherché à répondre à ces questions, en même temps en se positionnant au centre de ces questions. Il y a 2 exemples. C'est effectivement la question de la pauvreté et des questions sociales, puisqu'on rappelle qu'il y a un volet social extrêmement important, et je rappelle qu'il y a 2 siècles, des économistes comme Malthus, comme Ricardo, estimaient qu'on pouvait apporter une réponse à la question sociale, donc à la pauvreté, et qu'il fallait, entre autres, un marché du travail. Donc permettre à des gens, effectivement, d'offrir et de demander du travail sur un marché. Vous voyez qu'en même temps, entre la science et l'émancipation, il y a une question idéologique qui va revenir et qui traîne dans toutes les sciences. L'idéologie, c'est effectivement ce qui est véhiculé à travers la science. La question de l'utilité, on sait que les économistes y prêtent beaucoup d'attention. L'utilitarisme est une notion fondamentale, tout du moins dans les modèles de microéconomie. Et puis surtout, une chose qui a très marqué la discipline, c'est la cause à effet. On se rappelle que l'approche philosophique vous rappelle que la théorie du fait général, ça signifie quoi? Étudier la nature d'un fait, son origine, les espèces de faits qu'on va étudier, les lois, et puis les conséquences. Autrement dit, l'économiste a une vision méthodologique qui part de la cause pour aller vers les faits. En même temps, bien sûr, la vision libérale, la liberté, est une notion importante, philosophiquement, bien sûr, puisqu'on s'émancipe d'une nature, et puis économiquement, puisque la liberté permet, bien sûr, de se généraliser. Liberté des marchandises, des individus, liberté également par rapport à l'économie politique. Vous voyez bien que là, on donne au cadre de référence des économistes quelque chose qui est, on va dire, objectif. Le marché reste un moyen d'objectiviser les choses. On a également la même chose sur un autre discours, le discours effectivement écologique. Concernant le discours écologique, on peut déjà
Donc déjà, il faut faire une première distinction. Écologie, écologisme, c'est pas du tout la même chose. Il faut donc distinguer l'écologue, le scientifique, de l'écologiste qui est engagé sur un plan relativement militant. Donc je me situerai, moi, dans le champ de l'écologue. Si je reprends les choses sur le plan historique, on a historiquement de grands courants. Contemporain, un courant conservationniste, utilitariste, dans la gestion des ressources, Pinchot, qui était contemporain de Muir. Ils étaient d'ailleurs amis à leur début, avant de légèrement se fâcher. L'un, c'est vraiment les deux grands courants américains, mais ces courants qui datent de 1850 sont des courants qui perdurent jusqu'aujourd'hui, avec deux visions dans le discours écologique opposées. J'utilise la nature et la nature, je la respecte. Sur le plan des représentations, on est sur des visions anthropocentrées et sur des visions écocentrées, voire biocentrées. Et tout ceci persiste. Si on prend l'histoire de l'écologie, l'histoire de l'écologie, fondamentalement, elle est née avec Odin, les lois de l'écologie. Mais tout ceci s'est extraordinairement complexifié. D'Odin à Duvigneau qui fait fonctionner les écosystèmes, qui mesure les flux, qui met du quantitatif dans les fonctionnements des écosystèmes. Très rapidement, on est passé d'un système qui est acceptable. On sait qu'il rentre tant de tonnes de carbone dans un écosystème de forêt, que cela produit tant de tonnes de matière organique chaque année. Tout ça, c'est facile. Puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que au fond, c'est drôlement plus compliqué que ça, et qu'on est obligé de couper tout ça en petits bouts. Et donc, prenons l'exemple de la forêt, on n'étudiera plus la forêt dans son ensemble, comme le faisait Duvigneau, on va passer à une vision réductionniste, on va étudier le sol à part, on va étudier le système des feuilles, le système de l'herbe, et on va couper tout ça en petits morceaux. Et au bout d'un moment, on y perd un peu son âme d'écologue, parce que on a des écologues extrêmement spécialisés, qui n'arrivent plus à saisir le fonctionnement de l'ensemble des parties. Bilan de l'opération, on est obligé de passer à des formes modélisatrices. Et effectivement, les formes modélisatrices ont fait leur apparition dans ces années-là. Alors Duvigneau, c'est les années 60, 70, 80, la mode bourlière. Et les années 70, nous sommes en plein réductionnisme. Et parallèlement, la modélisation s'est imposée naturellement, puisque nous n'arrivions plus à concevoir les systèmes aussi complexes. Nous l'avons présenté avec cette flèche-là, mais c'est plus pour l'envisager. Prenons un petit exemple d'interaction entre économie, ou démographie d'ailleurs, et écologie. Malthus, je ne vais pas parler de la relation entre Malthus et Darwin qui serait quelque chose d'exceptionnel. Je vais juste parler de la relation entre Malthus qui inspire les courbes logistiques de Varus, c'est une fonction log, quoi, simplement. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ces courbes de Varus, qui sont directement issues de Malthus, ont été faites dans des milieux fermés. Le problème a été soulevé ce matin. Départ à Messie dans un bocal. On en a tiré des modèles et on a transposé ces modèles à tout un tas d'autres systèmes. Le problème, c'est que ces modèles ne fonctionnent que dans des systèmes fermés. Ce sont des systèmes de laboratoire. Et donc, très rapidement, nous avons vu les limites de ces systèmes fermés et nous avons été obligés de les amender en les faisant tourner sur des systèmes ouverts. C'était toute la voie de la dynamique des populations, avec Barbeau et tout un tas d'autres dans ce domaine-là. C'est l'avènement de ce qu'on appelle la synécologie, c'est-à-dire les relations entre les êtres vivants. Alors que précédemment, ici, avec Odin, nous étions plutôt dans l'auto-écologie, c'est-à-dire la relation entre les êtres vivants, animaux, végétaux, microbiens, et le système abiotique. Fondamentalement, donc, voilà une évolution qui perdure aujourd'hui, en se mathématisant d'ailleurs de plus en plus. Il faut reconnaître que dans le discours écologique n'est pas du tout exempt d'idéologie. Certains ont pris dans le discours écologique des arguments, parfois extraits de leur contexte, et s'en sont servis dans des buts. Prenons l'exemple de certaines dérives. Gaïa.
Gaïa, Uranos, Gaïa, nous sommes en pleine métaphore. L'hypothèse Gaïa, je crois qu'il faut avoir un regard critique sur le plan purement scientifique. Il existe effectivement, en termes écologiques, des régulations, des systèmes de régulation entre les différents systèmes, les systèmes atmosphériques, hydrosphériques, biosphériques. Il existe un très grand nombre d'interactions, mais l'hypothèse Gaïa prête une forme de finalisme à cet ensemble de faits scientifiques. C'est donner une finalité, donner un but. Et là, effectivement, je crois qu'il faut qu'on reste relativement critique. La notion de climax. Ma génération s'est abreuvée de la notion de climax. Nous avons eu des dizaines d'heures de cours sur le climax pour nous expliquer ce que c'est. Et on a appris un grand nombre de petites bêtises. Parce que le climax était vécu comme quelque chose, un état stable, zen. Je plaisante un peu là-dessus, mais il y avait vraiment l'idée d'une finalité. Ce qui est un peu dommage, car la notion de climax en elle-même ne serait pas à remettre en question, sauf si elle est utilisée à dessein avec une finalité. Toujours le même problème avec les stratégies RK. Pour simplifier, de type de bestioles, des bestioles qui maximisent leur effort de reproduction, et des bestioles, stratégie R, et des bestioles qui maximisent leur effort de survie, K. Et on a voulu prêter une finalité aux espèces, en disant il y a des espèces qui, je caricature, choisissent une stratégie R ou choisissent une stratégie K. Non, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. C'est vrai qu'à l'échelle statistique, on s'aperçoit que des espèces se rangent vers l'une ou l'autre. Le terme de stratégie est d'ailleurs très gênant pour un écologue, pardon. Car le terme de stratégie signifie qu'il y a un ensemble, il y a une visée toujours. Et cette visée, d'un point de vue évolutif, nous la réfutons relativement. Après, il y a des critiques conceptuelles. Prenons la relation R-espèce. Cette relation R-espèce, à peu près 40 ans, elle est très intéressante sur le plan conceptuel. Mais elle ne marche qu'en système fermé. Elle ne marche que dans des systèmes insulaires. Et donc, quand on veut étendre ce genre de relation, effectivement, on tombe sur un problème, c'est que ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment se méfier des modèles importés en économie, issus de l'écologie, qui peuvent s'avérer parfois relativement bancales. On pourrait multiplier les exemples, mais je crois qu'il faut qu'on gère. Donc en fait, la question qu'on s'est posée, c'est si on admet l'idée qu'effectivement il y ait des relations relativement fortes entre ces deux sciences, économie et écologie, comment on passe des sciences à l'expertise, autrement dit comment réagir par rapport à des questions qui sont posées aux économistes, comme aux écologues, des questions sur les risques majeurs, sur la biodiversité, sur la déforestation. Autrement dit, il y a autant de thématiques aujourd'hui qui peuvent susciter l'engouement. Et ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de travailler un petit peu sur la complexité. Autrement dit, comment aujourd'hui introduire dans les sciences une approche par la complexité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce que ça génère, surtout comme contrainte forte, contrainte méthodologique? Puisqu'effectivement, dès qu'on aborde cette question, on est sur une approche systémique, et on sait que l'approche systémique pose des grosses difficultés, notamment en termes d'expertise. Et ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'en prenant un exemple, notamment les agrocarburants, on peut montrer justement que même si on choisit un modèle ou un paradigme avec une finalité, autrement dit, qui s'arrête en répondant à la question, on a une difficulté parce qu'effectivement, il faut des valeurs extrêmement fortes pour définir cette notion. Donc ce qu'on vous propose, c'est effectivement réfléchir sur ce qu'on appellerait un triangle de la complexité, avec bien sûr, on va dire 3 auteurs qui pour nous ont un sens important dans cette dimension. C'est Rosnet, 75, René Passet, mais ça, vous l'avez entendu ce matin, et puis George Rogan, puisqu'effectivement, c'est l'autre économiste qui est largement évoqué. L'idée dans ce triangle est la suivante. On part toujours d'une complexité scientifique. Autrement dit, il faut accepter que dans nos disciplines, on raisonne par rapport à la complexité. Mais se poser en termes scientifiques signifie qu'en même temps, on doit définir dans chaque science plus ou moins le degré de complexité, où il s'arrête et où commence. On sait qu'en économie, on va dire que la méthodologie, très souvent, a été axée ou sur la microéconomie, qui nous sert aujourd'hui beaucoup à optimiser, donc forcément à trouver des comportements d'optimisation dans un contexte particulier, ou la macroéconomie, effectivement, qui donne une vision plus globale et qui nous aborde en termes d'agrégats, des concepts qu'on arrive à définir, comme l'inflation, comme le chômage.
Mais on s'aperçoit que quand on se dirige vers effectivement plus de complexité, on peut être amené à travailler en mésoéconomie, donc introduire du pouvoir entre les agents. Par exemple, on sait que les firmes multinationales ont un pouvoir économique très fort, et donc on ne peut pas les associer à de vulgaires entreprises, vulgaires producteurs. Leur pouvoir peut agir réellement sur un contexte. Et puis bien sûr, nous orienter vers l'approche systémique. Alors bien sûr, l'économiste a souvent travaillé en économie fermée, c'est plus délicat aujourd'hui, il doit ouvrir son économie, et on verra qu'en cherchant à l'ouvrir, il introduit effectivement certains biais qu'il faut pouvoir régler. Même chose pour la question de l'écologie. Sur le plan de l'écologie, on peut s'amuser à faire tourner ce système. Si je prends l'écologie du début du siècle, c'était une écologie fondamentalement disciplinaire, tournée autour d'un petit nombre de matières. Ce petit nombre de matières, c'était l'écologie des systèmes, la dynamique des populations. Et puis progressivement, l'écologie a intégré un certain nombre de notions. D'abord, elle a intégré des méthodes mathématiques, des méthodes statistiques face à la complexité. Méthode mathématique pour prouver, méthode statistique pour dégager. Nous sommes, comme en économie, les rois des analyses correspondances, des analyses multifactoriées. Donc progressivement, on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à dégager et on avait besoin d'utiliser un autre outillage. Mais la révolution, je crois, la plus importante, c'est le moment où on est passé de l'écologie à l'environnement. Et effectivement, on est rentré sur un deuxième degré de complexité, qui n'était plus uniquement une complexité transdisciplinaire. Je peux vous assurer qu'au début du siècle, il y avait des querelles sanglantes entre géologues, climatologues et autres. Mais à partir du moment où on a parlé d'un même objet, l'environnement, ces luttes ont été beaucoup plus accrues. De ce fait, les techniques ont monté en charge, la complexité a monté en charge, on est passé sur un autre type de complexité. Mais la vraie rupture, je crois, c'est au moment où, par l'environnement, nous sommes passés à une écologie des valeurs. Où nous avons renoncé à une écologie pure et dure, uniquement mathématique. Et là, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'écologie de la conservation, l'écologie de la restauration, de la réconciliation, de la reconnexion, de la résilience. Donc tout un tas de nouvelles écologies qui intègrent de plein pied les sciences sociales. Voilà. Ce qui signifie en même temps que si on prend ce triangle, vous voyez bien qu'il n'y a pas de complexité scientifique sans valeur. On dit les valeurs rentrent en interaction. On sait qu'en économie, on travaille beaucoup sur la question des règles, des codifications, des normes, voire des labels. Donc forcément, l'idée c'est comment ces systèmes de valeurs vont avoir un impact important sur cette complexité scientifique. Vous voyez, on pourrait évoquer la discussion sur le principe de précaution, par exemple. L'idée c'est qu'en retenant effectivement ces différentes valeurs, on peut être amené effectivement à remettre en cause un fait scientifique ou, pourquoi pas, chercher à en trouver certaines limites. Et ce qui a semblé à nos yeux relativement intéressant, c'est lorsqu'on passe effectivement de cette base où les valeurs interpénètrent effectivement la science à une vision transdisciplinaire. Parce que là, l'idée quand même intéressante, c'est de dire on cherche une connaissance plus ou moins unitaire, mais qui respecte, entre guillemets, les ponts et les vides. Ça signifie quoi? On ne fait pas dire à une science qu'elle n'a pas dit. Et on accepte l'idée qu'il n'y a pas d'explication sur certains points. Donc si on veut travailler sur du transdisciplinaire, on doit avoir une double culture qui est très riche, très complexe, mais en même temps, on sait qu'on ne pourra pas répondre à tout. Ce qui signifie que, et il y a un concept qu'on prend beaucoup aujourd'hui en didactique, les îlots de rationalité, qui peuvent avoir un sens ici. Trouver une méthodologie, mais qui réponde à un contexte particulier. Autrement dit, je fais un modèle qui ne va que répondre à une question que je me suis posée. Je ne cherche pas à généraliser, je ne cherche pas à avoir un modèle qui marche partout. Vous voyez, contrairement, on va dire, à ce qu'on a vécu en économie et en écologie, on cherchait un modèle et on cherchait à l'étendre au maximum, quitte des fois même à biaiser certains résultats, variables lambda ou aléatoires. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on peut avoir des modèles qui sont temporels. Autrement dit, on peut avoir un modèle qui explique un contexte, une situation, qui s'arrêtera brutalement, parce qu'effectivement, il n'y a pas de continuité, on est en discontinuité. Ce qui signifie que, vous voyez, entre le transdisciplinaire, le scientifique et les valeurs, on peut imaginer à la fois une rétroaction. On a évoqué le programme bioéconomique de Georges Rogan, autrement dit, mettre en place une réflexion par un programme concret pour dire, voilà, dans quel contexte, la gadgetisation par exemple. Quelles questions elle pose aujourd'hui sur effectivement nos modes de consommation,
nos modes de production. Vous voyez qu'au final, complexité et systémique, vous l'avez tous vu un jour ou l'autre quelque part, c'est le rapport Meadows, bien sûr, qui insiste beaucoup sur ces boucles positives, ces boucles négatives, autrement dit, les boucles de régulation, les boucles d'amplification. Notre système est explosif, et c'est les boucles positives qui le montrent bien aujourd'hui. En même temps, il est plus ou moins régulé. Alors, est-ce que cette régulation est dynamique? Autrement dit, est-ce qu'on peut arriver effectivement à avoir un système autorégulé? Ça, c'est la question que nous, on remet forcément en cause. L'autorégulation nous pose quelques difficultés. Mais en même temps, ça signifie effectivement qu'il faut s'interroger dans les relations et pas forcément sur les acteurs eux-mêmes ou sur les variables elles-mêmes. Donc, à partir de là, vous voyez bien que la question qui va se poser, c'est comment on va, nous, à travers cette complexité, rentrer dans la question de l'expertise. Alors, il y a deux approches qui nous semblent intéressantes. Si on cumule complexité, méthode systémique, on sait que l'écologue, comme l'économiste, on lui pose une question. L'autorité publique attend une réponse, généralement, une réponse relativement claire. Est-ce qu'il faut mettre en place des OGM? Est-ce qu'il faut mettre en place un principe de précaution? Est-ce qu'il faut un marché de droit à polluer? Autant de questions qui amènent l'économiste à trouver des outils plus ou moins pertinents. Ça signifie que, encore une fois, l'économiste comme l'écologue répondent à des questions qui sont posées dès le départ. Et bien sûr, avec les outils qu'il a, devra utiliser ces outils. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'il y a un retour très important de l'observation, de l'expérimentation. Moi, je me rappelle qu'il y a encore 10 ou 15 ans, on n'expérimentait jamais en économie. On nous expliquait que ce n'était pas une science, on pouvait expérimenter. Et on commence à se rendre compte qu'effectivement, dans certains cas bien précis, avec des limites posées, l'expérimentation peut avoir un sens et peut apporter certains résultats. Mais vous voyez qu'en même temps, ça souligne un ensemble d'enjeux scientifiques relativement importants. Premier enjeu, qui me paraît bien sûr le plus important, c'est le décloisonnement. Comment peut-on arriver à décloisonner des disciplines? On est dans des lieux tous où le cloisonnement est le maître d'armes en général. Comment décloisonner, comment accepter une culture commune si on peut avoir cette culture commune? Deuxième problème, c'est qu'on s'aperçoit que notre enseignement tel qu'il est conçu, disciplinaire, ne fait que s'enrichir régulièrement. Il faut apprendre toujours plus de choses dans sa discipline, ce qui fait que penser le pluridisciplinaire ou le transdisciplinaire devient un investissement faramineux. Et imaginez pour un jeune chercheur ou pour des chercheurs, s'il faut déjà questionner quelque chose en ayant une richesse scientifique qui aille dans telle ou telle science, c'est une contrainte très forte. Et on peut se dire que justement, le transdisciplinaire peut-être évolue avec l'âge ou avec le chercheur, mais il a une dimension relativement forte. Et puis il y a un troisième type d'enjeu qui nous paraît relativement intéressant parce que le débat, justement, pourrait être biaisé. Quand on fait l'expertise, on peut vite dévier sur une vision un peu d'écologie politique et d'écologie scientifique. Autrement dit, est-ce qu'il y aurait une écologie dite scientifique et est-ce qu'il y aurait, de l'autre côté, une écologie politique? Là, je vous renvoie au débat, notamment sur la décroissance, qui, dans les premiers temps, a été vite conçu comme quelque chose d'abracadabrant, autrement dit, une lubie de certains chercheurs qui nous disaient qu'il fallait tout changer, qu'il fallait modifier le monde. Et puis on s'est rendu compte que derrière décroissance, il y avait une recherche d'indicateurs nouveaux, une réflexion. C'est tout le débat qu'on a eu sur le PIB, par exemple. Et je rappelle que ce PIB, pendant longtemps, était la référence absolue de comparaison. Puis finalement, on s'est dit, oui, il y a d'autres indicateurs. La décroissance nous renvoie du qualitatif. Comment définir ce qualitatif? C'est subjectif, mais en même temps, on peut introduire des choses. Et puis, vous voyez, le répondant, c'est que l'écologie a apporté, par la technologie, des réponses. Et je pense bien sûr au paradigme de l'écologie industrielle, qui a mis les ingénieurs, la technologie, au centre même du développement durable. Autrement dit, revenez à une question simple, l'ingénieur allait apporter une question et une réponse au développement durable. Vous voyez, ce qui est peut-être biaisant, c'est que les économistes avaient dit, si les matières premières voient leur cours augmenter, on trouvera toujours un moyen de les remplacer, de les substituer. L'ingénieur dit, je trouverai toujours une technologie quelconque pour me faire également avancer dans le développement durable. Et donc, à partir de là, effectivement, si on prend l'exemple des agrocarburants, et si on l'applique un petit peu à cette démarche, oh, 2, ça ira, merci. Donc, si on l'applique à cette démarche, ça signifie qu'on peut analyser l'agrocarburant. Alors, je vous rappelle qu'il y a 2 segments, les bioéthanol et les biodiesel, parce que justement, les conséquences écologiques ne sont pas du tout les mêmes. On peut analyser par rapport à cette méthode et réfléchir sur le paradigme. Alors c'est vrai que je vous avais dit,
si on prend un paradigme d'îlot de rationalité, ça signifie qu'on prend un modèle qui ne peut s'appliquer que dans un contexte particulier. Donc on s'arrêtera là. L'écologie industrielle, les sciences de l'ingénieur peuvent nous apporter une réflexion effectivement sur quel procédé on va utiliser pour effectivement définir ce paradigme. Et vous voyez que ça signifie quand même un langage particulier. Est-ce qu'on peut définir une notion comme l'écosystème industriel, proche d'un écosystème naturel? Quelles sont ses limites? Qu'est-ce qu'il peut signifier? Et est-ce qu'on est capable de partir de la matière, de l'énergie, jusqu'à recenser un ensemble d'informations pour mesurer ce qui se passe? Vous voyez que quand je passe de la méthode systémique, autrement dit l'écologie industrielle, à l'agrocarburant, la question est simple. Est-ce que je peux faire un bilan matière-énergie qui va du champ jusqu'à la roue, autrement dit la voiture? Est-ce que je suis capable de recenser tous ces flux? Mais vous voyez bien que si je me limitais à ce modèle et que je n'introduisais pas de valeur, ce qui pourrait arriver, c'est que je vous dise, très bien, les agrocarburants, c'est une bonne chose, autant aujourd'hui s'y engouffrer. Donc il a fallu insuffler des valeurs très fortes pour essayer de se poser des questions. Et je rappelle que ça c'est intéressant parce que dans cette loi ENR, cette loi qui, au niveau environnemental, définit ce qu'on peut faire et ne pas faire par rapport aux agrocarburants, il y a 4 critères de durabilité, dont 2 sont très importants. La terre a une valeur de biodiversité que l'on reconnaît, qu'on va définir. Règles d'éco-conditionnalité, autrement dit, on revient un petit peu à l'agronomie et ses conditions très importantes. Et puis, mesures de protection des sols, de l'eau et de restauration des sols pollués. Autrement dit, on ne fait pas de l'agrocarburant pour dire qu'on remplace les ressources naturelles, tout du moins le pétrole, par l'agrocarburant. On le fait à travers des valeurs de durabilité qu'on doit insuffler dans la méthode systémique. Et vous voyez qu'au final, ça signifie que ça nous impose, en tant qu'experts, de se poser plein de questions. Première question, agrocarburant, oui, mais est-ce que notre consommation d'énergie non renouvelable se modifie à la hausse ou à la baisse? Deuxième question, est-ce qu'il y a réduction, oui ou non, de gaz à effet de serre? Dans quelles conditions? Troisième, la plus importante, est-ce qu'on tient compte des changements d'affectation des sols? Vous voyez bien, si on fait par exemple du colza industriel, mais qu'on le fait au Brésil, ou du soja industriel qu'on le fait au Brésil, et qu'on remplace une terre de matière première agricole par ce soja, ça montre bien qu'on n'a pas intégré les conséquences que ça peut générer, notamment sur l'écosystème. Même chose si on faisait cette même logique par rapport à une forêt. Si on va effectivement, si on déforeste quelque chose, qu'on le remplace par une culture de soja, on n'intègre pas les relations entre gaz à effet de serre. Donc forcément, on doit intégrer ces thématiques pour pouvoir se faire une expertise. Autrement dit, vous voyez, à travers notre recherche dans la complexité, à la fois scientifique, à la fois transdisciplinaire, à la fois sur les valeurs, puisqu'on pose des positions normatives automatiquement, on est amené à refaire un bilan différemment des techniques qu'on évoque aujourd'hui. Alors on l'a appliqué nous sur l'agrocarburant, on voulait faire sur la biodiversité, parce qu'on pourrait refaire la même chose, car on voit également la même question. Merci. Merci.